Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. L'idée, c'est de passer 30 et 40, entre 30 et 45 minutes sur une thématique SMED. Donc, je vais rapidement me présenter. Lilian Cordette, chef de projet chez Kaizen Institute. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, donc, comme le sous-titre l'indique, une feuille de route pratique, vous partagez mon expérience sur diverses mises en place de SMED. Donc, que vous puissiez comprendre cette méthodologie, comprendre qu'elle est aussi applicable dans différents secteurs, pas que l'industrie. Et naturellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je puisse partager mon expérience, des petits conseils ou autres informations manquantes à la présentation. Donc, on va commencer déjà. Qu'est-ce que le SMED? Donc, le SMED, c'est une méthodologie. Important à retenir, c'est un outil, une méthodologie qui a été développée au Japon par un monsieur qui s'appelle Shigeru Shingo dans les années 50. L'objectif de cette méthodologie, c'était développer un outil analytique centré sur la réduction des temps de changement. Donc, comme ce qui est écrit ici. On définit ce qu'est un temps de changement entre la période entre la dernière pièce conforme d'une série de production à la première pièce conforme d'une série suivante. Donc, vous voyez, c'est très industriel, mais on va comprendre aussi par la suite que ce concept s'applique partout, dès lors qu'on a une machine ou un outil. L'objectif est naturellement de permettre une plus grande flexibilité, de réfléchir dans le concept de flux et des opérations au sens large. Donc, c'est plus qu'un simple outil de changement d'équipement, c'est un outil qui doit et qui permet d'analyser toutes les activités liées à un changement, donc toutes les phases de préparation et toutes les phases après changement. D'un point de vue définition, ça a été défini comme un changement de série en moins de 10 minutes. Donc je pense que c'est une bonne vision à avoir en tête avant d'appliquer ce type de méthodologie. Viser quelque chose de très ambitieux pour se challenger. Donc ça, c'est juste l'introduction de quelle est cette méthodologie. Ici, une petite image qui illustre en fait, on a donc un rythme de production ici d'un produit appelé A. Ensuite, une phase de ramp down ou une phase d'arrêt en jaune ici. Une phase plutôt rouge où la machine et où l'outil et où le système est arrêté. Donc une phase où on n'a donc pas d'efficacité, pas de produit qui sort. Et ensuite une phase de ramp-up, ici en jaune, et une phase bleue. Donc le SMED va venir s'intéresser à la phase jaune plus la phase rouge. Et l'objectif, c'est toute cette phase de perte d'efficacité, de venir la contraindre ou la rendre la plus courte possible. Donc ici, on le redéfinit une dernière fois. Le changement, ou un changement de série au sens large, c'est la dernière unité de série précédente produite avec l'efficacité désirée, donc on le voit ici, jusqu'à la prochaine d'une nouvelle série avec cette même efficacité. Donc c'est important de comprendre que ça inclut les phases de ramp down et les phases de ramp up dans l'analyse. C'est pas seulement le moment où la machine est arrêtée. D'un point de vue pratique, on dit que le SMED se décompose en 5 grosses étapes. Il y a une étape naturellement de c'est l'état actuel. 5 étapes. La première qu'on va appeler étude du travail. Et je vais venir expliquer ensuite par la suite qu'est-ce qu'on fait dans chacune de ces étapes. L'étude du travail. Ensuite, l'étape 2, séparer le travail interne et le travail externe. L'étape 3, convertir le travail interne en un travail externe. Et étape 4 et 5, c'est réduire les temps de travaux internes et externes. Donc, pour vous partager aussi un petit peu, voilà à quoi ressemblerait un macro-agenda de ce type de chantier, d'approche, d'analyse. Il y a toujours une phase de préparation nécessaire dans laquelle on va naturellement sélectionner, où on va faire ce SMED, sélectionner le pilote, définir quelle est la machine qu'on va regarder, quels sont les humains impliqués, etc. Un temps d'observation et où on va filmer ce qu'on appelle le setup ou le changement, et ensuite s'organiser avec les chefs d'équipe ou l'encadrement pour planifier les sessions de travail ou de réflexion autour de ce changement de série. Ça, c'est une étape de préparation essentielle. Ce que j'ai écrit ici dans le sous-titre, c'est que chacune de ces étapes est importante pour conserver un bon alignement, une bonne dynamique dans ce genre d'exercice. Ensuite, on conseille, et cette durée est toujours plus ou moins variable en fonction du temps disponible et des ressources allouées. Voilà, en moyenne, on pense qu'en 5 jours, c'est une thématique qui peut être traitée. Dedans, on va retrouver naturellement les 5 étapes dont je vous parlais, l'étude du travail jusqu'à la réduction du travail externe, donc les 5 au milieu, avec en introduction que ce soit un jeu ou juste une présentation qui explique le concept.
Et à la fin, une étape importante qui est standardiser et former les collaborateurs. Donc, création des standards de changement et l'accompagnement et la formation des employés. Phase essentielle à la fin de tout ça, c'est le suivi. Donc, s'assurer, déjà, on sort avec un plan d'action, on va sortir avec des actions à mettre en œuvre pour améliorer le changement et tout un tas de choses à suivre pour s'assurer que les nouvelles procédures, les nouveaux standards soient bien ancrés. C'est juste une image pour vous montrer comment est-ce qu'on décomposerait l'approche. Donc, une phase de préparation, une phase qu'on appelle de chantier. Donc, en fait, chantier, c'est un moment où on aura besoin de ressources, de collaborateurs, de leur temps pour analyser, réfléchir. Et une phase de suivi où il faudra être présent sur le terrain à observer les nouvelles procédures, les nouveaux standards développés. Pour rentrer dans le détail, si personne n'a de questions, pour rentrer dans le détail, attendez, je bouge le... Pour rentrer dans le détail, la première étape, c'est étudier la situation actuelle. Donc, importante parce qu'elle consiste à comprendre de façon très précise quel est le processus actuel pour changer de série, pour opérer un setup. Comment est-ce que se décompose cette étape? On commence par filmer l'intégralité du changement, ce que je disais dans la phase préparatoire, du début à la fin, ça c'est une chose importante. Souvent, ça peut nous effrayer parce que les changements sont assez longs, mais c'est important pour que tout le monde voit la même chose, déjà d'une, et parce que le film permettra aussi de voir des choses qu'on n'a pas directement conscience lorsqu'on observe à l'œil nu. Ensuite, cartographier les déplacements des opérateurs, un exemple 6 juin. Donc ici, l'idée c'est pendant le changement, de venir noter et tracer les déplacements d'une personne autour d'une machine ou d'un outil. Donc si c'est, là on va faire une analogie, si on est sur des processus plutôt virtuels, ou de services ou liés à des outils, cette étape est non nécessaire. On n'est pas sur du déplacement physique, donc cette étape est non nécessaire. Et ensuite, les étapes qui vont nous intéresser, et je montre un exemple juste après, c'est avoir une notion de temps et de séquence de chacune des tâches par personne impliquée. Donc si on a 3 collaborateurs, 5 collaborateurs qui sont nécessaires pour ce changement, avoir une image claire du temps et de séquence de chacune des tâches par personne. Ensuite, classifier les tâches. Notion importante, il y a 2 notions. Les tâches qu'on va considérer internes et les tâches qu'on va considérer externes. Les tâches internes sont des tâches qui ne peuvent être effectuées que lorsque la machine, l'outil ou les systèmes sont à l'arrêt. Donc je dis toujours outils et systèmes parce que dans des entreprises qui ne sont pas industrielles, cette méthodologie s'applique et il faut juste faire analogie de la machine à l'outil ou au système. Et les tâches externes, c'est en fait tout ce qui peut être fait lorsque la machine est en fonctionnement. Donc il ne nécessite pas d'arrêt. Important de savoir classifier ces tâches. Ensuite, identifier les gaspillages, toutes les choses irritantes. Donc, c'est venir lister les problèmes d'attente, de déplacement, de recherche d'outils, d'informations, etc. Ça nous donne à la fin une image du temps total de changement. Et petite information quand même intéressante, c'est les outils et ou supports nécessaires. Donc, dans le cadre industriel, c'est les outils utilisés. Dans le cadre plutôt service, support ou autre, ce serait les logiciels. Ce serait Bon, c'est ça, principalement les logiciels. Donc ça, c'est l'étape 1. Ici, je vous montre un exemple de comment est-ce qu'on rendrait pratique cette étape. Donc ici, c'est un exemple de cartographie, ou en tout cas d'étape 1 faite sur Post-it, suite à l'analyse d'une vidéo. Donc vous voyez, on a ici deux parties distinctes pour en fait opérateur 2 et opérateur 1. On retrouve en haut le temps associé à chacune des tâches. Ici, le déroulement, le séquencement de chacune des tâches. Ici en bleu ou là, les outils utilisés. Et on voit 2 couleurs, vert ou orange ou vert, pour la notion de tâche interne ou externe. Donc ici, on a une image assez complète de quel est le flux actuel. Et en rose, on est venu noter quels sont les problèmes ou irritants ou idées que l'on rencontre suite à ça. Naturellement, l'objectif de toute cette méthodologie SMED, c'est de venir réduire les temps de changement. Donc, au plus on a d'idées et d'inputs et de problèmes rencontrés, toutes ces informations seront nécessaires pour plus tard pour réfléchir à des solutions. Donc voilà ce à quoi ressemblerait une première phase, donc l'étape 1 d'un SMED, faite sous forme de post-it, ce qu'on conseille, avec le groupe de travail, donc avec les opérateurs observés, les collaborateurs observés, et avec les chefs d'équipe ou les responsables process ou outils associés. Est-ce qu'à ce stade, certains ou certaines ont des questions, ou je continue? Oui, moi j'aurais une question. Comment vous faites quand la ligne elle est dans 2 salles différentes? Lorsque la ligne
c'est Oui, ça? parce Donc que moi j'ai une physiquement. ligne de conditionnement et j'ai un bout qui est en zone blanche, entre guillemets, et l'autre qui est en zone grise. Donc en fait, alors c'est plus des, je pense que c'est plus des contraintes liées à l'observation. Ce pourquoi justement on conseille de filmer, c'est que le film, on n'a pas besoin d'être beaucoup. En fait, film, il faut juste une personne qui va venir observer. Donc si en zone blanche, on peut avoir, je suppose que c'est plutôt la zone blanche qui est problématique. Si en zone blanche, on peut avoir un film, enfin une vidéo, une caméra pour filmer. Dans ce cas-là, il y a une personne qui filme un opérateur. Et ensuite, on analyse la vidéo en salle ou hors du terrain, comme ça, il n'y a pas de souci logistique. Ça répond à votre question? Oui, oui. Donc, c'est aussi tout l'intérêt d'une vidéo, et c'est un bon exemple. Hormis l'aspect deux ou trois espaces physiques différents, souvent, c'est quand même assez compliqué d'être à 4 5 sur une ligne de conditionnement et où, je fais encore une fois l'analogie, derrière un ordinateur, observer un système ou un outil. D'où l'intérêt du film. L'intérêt du film permet que après en salle ou plus loin du terrain, on puisse découper, prendre le temps de regarder chacune des étapes. Point important à ce moment-là, il y a un sujet granularité. Quelle est la précision nécessaire des tâches que l'on découpe? Donc vous voyez ici, on a des tâches en secondes. Ça dépend déjà d'une la durée de votre process de changement. Si c'est un changement qui dure en journée, on va pas regarder à la seconde. L'idée c'est ça. Et le deuxième, donc adapté par rapport à la durée totale. Et deuxième paramètre qui doit vous aider, c'est à quel point on souhaite être précis dans les solutions. Plus on regarde à la seconde, plus on aura des actions très précises et plus on verra tout en fait, ce qui aidera à la réflexion au dessin de solutions. Donc si c'est la première fois que vous approchez un process qui dure des jours ou plusieurs heures, c'est peut-être pas nécessaire d'être précis à la seconde parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres choses qui vont être un peu plus flagrantes. Donc ça, c'est un exemple d'étape 1, étudier la situation actuelle. L'étape 2, c'est séparer le travail en interne et le travail interne du travail externe. Donc, j'ai expliqué que interne, c'était fait des tâches nécessaires pendant l'arrêt et externe, faisable avant ou après machine arrêtée ou outil arrêté. Donc après avoir analysé le setup, donc l'image que je venais de vous montrer, avec la contribution des opérateurs, c'est un point important pour la collaboration et l'adhérence des personnes. L'idée, c'est de réorganiser les tâches en fonction de la nécessité ou non d'arrêter la machine. Donc c'est quelque chose d'assez évident, mais suite aux premières observations, on se rend souvent compte qu'il y a des tâches que l'on fait pendant la machine arrêtée qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas nécessaires pendant la machine arrêtée. Il y aura probablement plein de causes qui font qu'aujourd'hui on le fait machine arrêtée, mais l'idée c'est déjà de challenger ça dans un premier temps. Donc définir la séquence optimale de setup, séparer les tâches en travail externe avant l'arrêt, travail interne pendant l'arrêt et travail externe après redémarrage. Donc déjà ça c'est une première façon d'améliorer le processus de changement au sens large dans une organisation. Ici trois exemples pour montrer que effectivement encore une fois c'est une méthodologie qui est née de l'industrie, qui s'applique très bien dans l'industrie, mais pour montrer que ça s'applique en fait un peu partout et dans votre quotidien, probablement que vous avez déjà rencontré des, des, des situations similaires. Premièrement, dans le secteur de la santé, exemple de tâches internes, c'est tout ce qui est nettoyage, désinfection du bloc opératoire, placer les patients. Donc ça, c'est des tâches, on ne peut pas le faire autre qu'en arrêtant le bloc ou en ayant la personne, la personne à disposition. Ce qui est externe, et ce qui semble être du bon sens en fait, c'est préparer toute l'instrumentation nécessaire, préparation du bloc et préparation des prochains kits de chirurgien. Donc ça, c'est quelque chose qui semble, je pense, très compréhensible, parce que c'est très souvent déjà travaillé dans les hôpitaux. Maintenant, c'est l'analogie à faire dans vos services ou organisations respectives. Est-ce qu'on arrive à bien préparer toutes les choses en amont pour que lorsqu'on arrête outils, machines ou systèmes, ce soit que des choses nécessaires à faire pendant l'arrêt. Dans une industrie, c'est exemple, retirer un moule ou un outil d'une machine, installer ou verrouiller un nouveau moule. Donc c'est ce qui est lié au fonctionnement d'une machine. Et tout ce qui est faisable avant ou après, c'est la collecte des outils et tout autre système de réglage. Et une thématique intéressante aussi, c'est tout ce qui est préchauffe, préparation des moules. Dans le secteur de la banque, on va plutôt parler de services, ou plutôt parler de... Donc, dans les secteurs de services au sens large, on va parler de nouveaux services, ou de... Même si des fois on parle de produits associés à un service, mais on va parler de nouveaux services. Donc tout ce qui est nécessaire à faire pendant la machine ou système arrêté, c'est création de ce service. Par contre, en amont ou en aval, on peut naturellement préparer toute la documentation et toutes les données nécessaires. Et
former et anticiper la formation du personnel avant la mise en production d'un nouveau service. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que cette approche industrielle est applicable partout. Donc, une séquence optimisée de changement, c'est la conclusion de l'étape 2, c'est déjà séparer interne-externe et avoir toutes les tâches faisables avant l'arrêt, faites avant l'arrêt, toutes les tâches faisables après l'arrêt, faites après l'arrêt. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la machine, l'outil ou le système arrêté le moins longtemps possible. Donc ça, c'est concernant l'étape 2. Ici, je vous ai mis un exemple. J'ai naturellement rendu la chose un peu moins lisible, mais vous voyez qu'en rouge et en vert, donc rouge, c'est machine arrêtée, vert, c'est machine, vert, les tâches externes, et rouge, les tâches internes. Vous voyez qu'après l'étude initiale, on a du vert qui est mélangé au rouge. Donc la première action, ce qu'on voit ici, c'est de mettre le vert avant et le vert après. Ce qui semble du bon sens, mais maintenant, regardez à l'échelle de l'entièreté des collaborateurs des machines systèmes existants. C'est très rare, si ce n'est jamais, c'est très rare d'avoir une distinction si claire entre les tâches faisables avant, les tâches à l'arrêt et les tâches faisables après. Donc ça, c'est l'étape 2 sur 5 du SMED. Des questions ou pas à ce niveau-là? Étape 3. Naturellement, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le plus de tâches externes possible. Donc l'étape 3, c'est convertir les tâches internes en tâches externes. Donc une fois qu'on a une image claire de qu'est-ce qui est faisable avant et après, l'idée c'est de convertir tout ce qui est fait pendant la machine arrêtée en tâche avant ou en tâche amont ou en tâche aval. Donc naturellement, on va essayer de se focaliser sur les tâches qui ne nécessitent pas vraiment de machine à l'arrêt. Exemple, ici, toute une liste d'exemples qui peuvent aider à réfléchir. Tout ce qui est préchauffage d'outils, matériaux, équipements. Tout ce qui est, et on peut même inclure dedans, nettoyage au sens large, enfin préchauffage, préparation et nettoyage au sens large de ces choses-là. Ensuite, standardiser les interfaces sous réglage, au lieu d'avoir tous les réglages manuels, les interfaces manuelles, c'est préparer on va dire des docs techniques, des feuilles de paramétrage, pour ne pas avoir à ajuster les paramètres machine, outils ou système pendant l'arrêt. Préassembler, qui est clé dans ce genre de système. Préparation tout ce qui est outils, documents, informations, et j'en passe, tout préparé à l'avance. Et utiliser des choses précalibrées. Donc c'est un peu c'est différent de pré-monter. Il y a le pré-montage et la précalibration, ou dédoubler les outils pour éviter les ajustements pendant l'arrêt. Donc ici on a un exemple. L'objectif, ici, et vous allez voir en pratiquant cette tâche, vous allez déjà sortir avec des choses faisables immédiatement, des choses un peu plus difficiles à exécuter, qui nécessitent un certain investissement, plus ou moins lourd. L'idée, c'est d'être disruptif. Aller au bout des choses et commencer à lister les tâches qui ne sont pas faisables. Enfin, lister toutes les tâches pour commencer à créer un plan d'action. Donc à ce stade, si je reviens sur l'image d'avant, à ce stade, l'idée, c'est tout ce qui est rouge au milieu, de réussir à convertir en vert, en amont ou en aval. Donc vous voyez que là, on commence à venir contraindre et rendre plus petit le temps d'arrêt et le temps d'immobilisation machine, outil ou système. Je fais un point d'étape. Normalement, ici à l'étape 3, on commence à comprendre que cette méthodologie, il y a un sens à chacune des étapes. Et l'objectif, c'est pas, suite à l'observation à la vidéo, de lancer toutes les idées qu'on a et à la fin sortir en il faut faire ça. En suivant chacune de ces étapes, vous allez voir qu'il y aura des moments où ici on a déjà une nouvelle façon de faire. Dès demain, on pourrait appliquer en faisant ça et on réduira le temps d'arrêt de machine à seulement ce qui est en rouge versus tout le temps d'arrêt avant. Là, on convertit encore des tâches rouges, des tâches internes en tâches externes. Donc on vient réduire encore une fois le temps. Et c'est comme ça, et c'est en suivant ces étapes qu'on vient avoir un temps de changement de série le plus contraint et restreint possible. L'étape 4, si pas de questions, je fais une petite pause si jamais il y a des questions. L'étape 4, c'est naturellement simplifier les activités internes restantes. Donc là, on a fait cette analyse et cette étude de qu'est-ce qui était externalisable. Maintenant, c'est avec ce qui nous reste en interne, comment on rend les choses plus rapides. Donc, et c'est ce que j'ai écrit ici, l'étape suivante consiste à optimiser les activités internes restantes. L'objectif est d'exécuter le travail interne aussi rapidement ou vite
en toute sécurité et de matière qualitative aussi, le plus rapidement possible. Donc, pour ça, encore une fois, des exemples. Utiliser des systèmes de fixation rapide et assistée. On le sait, dans les changements, il y a beaucoup de re-réglage de machines, de reparamétrage d'outils, etc. Utiliser des systèmes donc qui permettent de faire tous ces réglages rapidement. Levier de fixation, serre-joint, etc., etc. Mettre en place du travail en parallèle. Donc ça, c'est un gain de temps d'immobilisation machine, outil ou système, pas forcément un gain d'efficience, et encore que souvent on peut se rendre compte de choses intéressantes à ce stade-là. Et c'est une solution qui est, pour le coup, applicable dans tout secteur. De mon expérience, dédoubler ou mettre plus de ressources et permettre un travail en parallèle séquencé et efficace, ça s'applique dans des laboratoires, ça s'applique dans des services, ça s'applique dans tout plein de secteurs différents. C'est souvent une clé, une très bonne piste de solution, surtout dans ce qui n'est pas industriel, parce que on a souvent associé un humain à un process, là où beaucoup de choses peuvent être faites en parallèle, de façon bien séquencée pour optimiser le temps de livraison d'un produit ou d'un service. Ensuite, une étape d'élimination des ajustements. Donc l'idéal, en fait, c'est toujours se poser la question. Est-ce que je peux le faire plus rapidement? Oui, non. Est-ce que je peux l'éliminer? Oui, non. Si je peux pas l'éliminer, est-ce que je peux le faire plus rapidement? Donc éliminer les ajustements grâce à des éléments précalibrés, standardisés ou en double. Donc ici, on voit un exemple d'image avec des codes couleurs, avec des références pour savoir sur quelle taille ajuster le mandrin. Ensuite, on pourrait avoir appliqué un positionnement guidé et tout ce qui est gestion visuelle, standard visuel pour garantir une bonne exécution sur des tâches qui peuvent souvent être ratées, en fait, où on doit s'y reprendre ou qui nécessitent plusieurs personnes pour ajuster de façon fine. Et la finalité, c'est simplifier les connexions et la préparation avec des connecteurs uniques, avec des kits, etc. Donc, c'est seulement, et souvent un risque dans ce genre d'exercice, c'est de s'attaquer à ce type d'étape trop vite. On a très vite tendance à s'intéresser à la machine est arrêtée, on veut au plus possible optimiser ça, ce qui est très bien, mais vous voyez, ça arrive en étape 4 sur 5. Donc il faut avant avoir fait cette conversion de tâches et cette distinction entre les tâches externes et internes. L'objectif ici, c'est rendre le travail interne inévitable le plus rapide possible, simple et répétable. Donc ça, c'est l'étape 4. Et étape 5, réduire le travail externe. Donc une fois que notre temps d'arrêt est le plus petit possible, bien que les activités externes n'impactent pas directement le temps d'attente, c'est quand même un temps d'effort nécessaire. Il y a quand même des humains ou des outils qui travaillent derrière. Donc, il y a du temps de process derrière ça. Donc, le but, c'est quand même d'optimiser ces choses-là. Et encore une fois, on a tendance à... Ces étapes 4 et 5 sont des étapes qu'on a envie de faire très tôt dans le schéma de réflexion. L'idée, c'est de les garder pour la fin. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? C'est réduire les transports et les déplacements. On va beaucoup parler, en fait, dans le travail externe de préparation, de pré-montage, tout ce qu'on a dit au préalable. Donc, réduire les transports et les déplacements de toute cette étape de préparation. En fait, c'est le rendre plus proche de l'endroit nécessaire. Ensuite, améliorer organisation et accessibilité à l'aide d'armoires dédiées, des panneaux et de la gestion visuelle. Et le dernier point, un outil qu'on apprécie beaucoup, le 5S. Donc, on voit ici tout plein d'exemples. C'est préparation d'outillage au plus proche de la ligne pour réduire, encore une fois, ces temps de préparation. Parce que déplacer la charge de travail sur des choses externes, c'est bien pour le temps machine, mais l'humain va quand même passer le même temps, probablement des fois un peu moins, mais sur ce genre de tâches. Donc, le travail externe doit être amélioré car il mobilise quand même des ressources et des zones de support. Donc ça, c'est le dernier point. En suivant ces 5 étapes, normalement, enfin pour sûr, plein d'idées et d'actions émergent. Donc, suite à ça, déjà, petit résumé visuel, on part d'une situation où on n'a peut-être pas une image très claire, et imaginez, cette situation, elle doit être à l'image de l'ensemble de votre secteur, de l'ensemble de votre activité. Probablement que certains ont des meilleures pratiques que d'autres. Mais est-ce qu'on est clair sur cette situation initiale? Plein de points d'interrogation. L'étape 1, c'est déjà d'être clair sur cette situation initiale. On va se retrouver avec un flux, un process, avec des tâches internes, des tâches externes un peu mélangées. On a dit la première étape, c'est d'externaliser, ou en tout cas de diviser, en mettant les tâches externes en amont et en aval des tâches internes. Donc déjà ici, on voit que le temps d'arrêt machine en rouge, il est réduit. On ne parle pas du temps de process, mais le temps d'arrêt machine est réduit. Donc là, on a déjà des gains de capacité de machine. Ensuite, étape 3,
externaliser des tâches. Donc, c'est convertir des tâches rouges en tâches externes. Souvent, ça se fait avant. Donc, en amont. Étape 4, réduire le temps de travail des tâches internes. Donc ici, on voit la partie rouge, elle se retrouve un petit peu réduite. Et l'étape 5 est la dernière, c'est réduire et optimiser les tâches externes faites en amont et en aval. Donc on se retrouve avec des tâches externes faites pendant le fonctionnement de la machine, des tâches en rouge faites pendant l'arrêt machine, et des tâches en bleu faites pendant le fonctionnement. Ce qui fait qu'ici, si je reprends mon schéma du tout début avec les ramp down et les ramp up, nos ramp down et ramp up se font aussi pendant que les choses sont préparées ou déjà faites. Donc le gros d'un gain SMED ou d'un chantier SMED, d'une méthodologie SMED, se fait en respectant ces 5 étapes, sans en sauter et en impliquant les personnes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui, Lilian, c'est Thierry à l'appareil. Question générale sur le délai. Vous évoquiez un délai de 5 jours global, plus 0,5, plus 0,5, ce qui fait une grosse semaine. Mon expérience est beaucoup plus longue que celle-là. Donc, je voulais juste vous interroger sur la réalité de ce délai et de ce que vous avez pu pratiquer ailleurs. Ouais, je vais revenir rapidement sur ce schéma-là. Donc, ça, c'est en jour effectif de travail, je dirais. Si je devais le planifier dans la durée. La préparation, je le ferais minimum, grand minimum, une semaine en amont du chantier. Et dans l'idéal, 2 à 3 semaines avant. Pour être clair, pour déjà avoir tout le film, être clair sur le périmètre, les personnes impliquées, etc. Ensuite, on a 5 jours de travail. Est-ce que c'est possible de les faire sur une semaine et tout arrêter? Souvent non. J'aime bien réussir à faire ces 5 jours ou ces 5 activités sur maximum 2 semaines. Et effectivement, je pense que ce qui prend le plus de temps, c'est pas tout ça. C'est ce qui se passe entre l'étape du chantier et le suivi. Et en fait, c'est que là, à ce stade, on sort avec beaucoup d'actions à mener. Et j'ai une slide à la toute fin qui va résumer aussi ça. Mais de mon expérience, j'aime bien challenger pour que en 3 mois, de bout en bout, tout soit clôturé. Et je vais expliquer après ce que tout soit clôturé. Mais en fait, dans cette clôture d'action, on va avoir des actions très rapides qui sont standardisées, séquencées, etc. Je vais y venir juste après. Donc ça doit être fait dans le mois qui suit. Ensuite, se garder un mois pour les actions plutôt moyen terme. Et un dernier mois pour statuer. Pour statuer, je dis bien les actions long terme. Donc en tout et pour tout, si on devait faire photo entre j'ouvre mon chantier SMED ou mon sujet SMED et je clôt ce sujet, j'aime bien le contraindre à 3 mois. Parce qu'ensuite on ne fera pas que ça pendant ces 3 mois, bien évidemment. Mais j'aime bien le contraindre à 3 mois, comme ça, semaine 0, on fait la préparation, semaine 2 ou 3, on fait le chantier, et ensuite, mois 1, mois 2, s'en suit le suivi des actions. Donc ça, c'est un morceau de réponse, et je vais justement continuer sur les 2 prochaines slides, et vous me direz si je réponds suffisamment bien à votre question. Ce qui suit, des choses évidentes à faire, standardiser le processus de setup. On en sort avec un nouveau séquencement, avec de nouvelles façons de faire. Standardiser. Donc standardiser, qu'est-ce que c'est? C'est définir une séquence opérationnelle claire, préciser qui fait quoi et avec quel outil, et standardiser, encore une fois, les activités internes et externes. Naturellement, en utilisant des notions de simplicité et de visuel pour accompagner ça. La deuxième chose, c'est tout ce qui est plutôt lié au contrôle et au système de suivi pour assurer que les collaborateurs soient bien formés et appliquent bien. Donc, l'objectif du SMED, premier à avoir en tête, c'est définir et de standardiser une méthode de setup améliorée qui garantit des résultats répétables et pérennes. Bien souvent, c'est trop variable de l'humain, de l'expérience, de la météo, de plein d'autres choses. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de répétable. Ici, un exemple de... hop, je vais zoomer. Ici, un exemple de standard de préparation. Donc, imaginez, avant, on avait une façon de faire en mélangeant tâches internes, tâches externes. Ici, un exemple visuel, donc c'est industriel, un exemple visuel de quoi faire pour préparer mon changement. Donc ici, il y a des images, on retrouve donc un guide visuel et l'action à mener, la durée et la responsabilité, je ne l'ai pas mise, mais on l'a sur le... Ah si, on l'a ici. La responsabilité en vert ou en plutôt rouge, et l'emplacement sur la ligne de production. Donc imaginons, on a tout un feuillet qui ressemble à ça pour la préparation, donc avant l'arrêt, et la même chose pour après l'arrêt. Donc ça, c'est un support qui sera utilisé pour former et accompagner les personnes sur ligne. Deuxième support créé, c'est
cette checklist où on a le rôle des deux opérateurs et le séquencement des deux opérateurs. Ici, c'est par tranche de 5 minutes parce qu'on a réussi à découper en tranches de 5 minutes. Mais le rôle des deux opérateurs, pareil, support utilisé pour accompagner et assurer la formation des collaborateurs sur ce nouveau standard. Et qui sera naturellement support de tour terrain et de contrôle de bonne application. Ça, c'est les deux principaux supports. Le dernier support, on le voit ici dans la barquette, enfin dans le bac, pardon. Il y a une feuille qu'on va appeler feuille de réglage. Donc en fait, c'est une feuille qui va venir recenser tous les paramètres de réglage d'une machine. Et ce, pour chaque chose. Donc, deuxième élément de réponse par rapport à ce que vous me demandiez, ça, c'est quelque chose qui doit être fait directement après le chantier, le workshop SMED. Et ce qui s'ensuit, c'est accompagner les collaborateurs à cette nouvelle séquence et à ce nouveau standard. Et ça doit être fait, naturellement, c'est fonction du nombre de personnes sur la ligne, mais ça doit être fait sous les 3 semaines qui suivent. Donc, sous les 3 semaines qui suivent, on doit partir de l'état actuel jusqu'à un standard respecté, connu et appliqué par tout le monde. Donc, sur toutes les équipes, naturellement, on a toujours ces sujets-là, hein, équipe matin, soir et nuit, tous les collaborateurs, même ceux qui remplacent, etc. Et sous 3 semaines, former toutes les personnes. Donc ça, c'est le premier élément de réponse à apporter. Et comme je disais, après tout ce... Hop, je vais remettre le petit pointeur. Après toute cette réflexion, vous en sortirez avec des actions à mener. Ces actions, je les ai résumées, ce sera ma dernière slide, donc après, il y a place aux questions aussi. En quoi cibler après un chantier SMED? Selon mon expérience, il faut être ambitieux, c'est le premier message. Je pense qu'une bonne cible de chantier SMED, c'est viser à réduire 70% le temps passé sur un changement, que ce soit sur outils, système ou machine, ou ligne de production. Et si je devais le diviser, je pense qu'il y a 3 grosses familles. Il y a 40% qui sont liés à des gains rapides, des choses assez simples à mettre en œuvre. 20% qui sont des choses plutôt court terme avec très peu faible investissement. Et des choses long terme qui ont un certain impact, nécessitant gros investissements ou des décisions assez structurantes à définir. Si je devais résumer rapidement, ce qui est Quick Win, c'est effectivement ces nouveaux standards. C'est externaliser les tâches et c'est accompagner les opérateurs et rendre tout ce changement simple en fait. Donc avoir des choses prêtes avant le changement, des standards bien clairs et si possible superposés entre différents opérateurs et des choses à faire après machine tournante. Ça, c'est ce qu'on va appeler Quick Win. Les choses court terme, c'est plutôt ce qui est lié aux fixations rapides, préassemblage, le montage en kit, les bases de réglage, etc., etc. Et le long terme, c'est tout ce qui est plus structurant, les automatisations, changement de format mécanique, même dédoublement de machines, de sous-ensemble d'équipements. Donc ce serait ça. Donc pour répondre, la bonne cible, c'est qu'en 3 mois, on ait fait tout ça. Maintenant, très souvent, ce qui se passe, il y a des actions court, moyen terme et long terme qui sont pas faisables en 3 mois. Mais c'est au moins d'avoir décidé sur est-ce qu'on va avancer ou pas sur ces actions-là. Donc selon moi, sur ces 3 mois, 90% des quick wins doivent être faites, 90% des court termes doivent être faits, et le reste, c'est du latent suite à des décisions et du CAPEX et ce genre de choses. Ça répond à votre question? Oui, c'est très clair. Merci, Vivien. Et donc ça, c'est un exemple très idéal. C'est un exemple de ce à quoi on doit s'attendre quand on fait ce genre d'événement. On a un fonctionnement avant chantier, workshop, méthodologie SMED, s'ensuit avec des nouveaux standards et des actions. Mise en place de ces nouveaux standards va nécessiter un long accompagnement, donc je disais 3 semaines, accompagnement des opérateurs, des collaborateurs, sur l'application du nouveau standard, et même le test, parce qu'il y a l'aspect respecter le nouveau standard, mais il y a aussi l'aspect tester et éprouver. Et souvent, il reste des petits ajustements à faire entre ce qu'on avait imaginé et la réalité terrain. Toujours en respectant la distinction externe-interne. Parce que arrive très souvent qu'il y ait des petites modifications de standard à faire au milieu, pendant la phase de test. Il faut surtout pas que ça vienne contre les 5 étapes qu'on avait vues précédemment. Donc s'ensuit une période de variation, mais c'est aussi la période où on va venir bénéficier des nouveaux standards et des nouvelles formations. L'étape de fin, c'est tout le monde formé, des standards vérifiés, approuvés, connus de tout le monde, et des audits ou des tours terrain réalisés pour s'assurer que tout soit bien ancré. Et ensuite, entre
dans une phase de stabilisation. De mon expérience, je pense que 70% de gains, c'est atteignable, mais challengeant. En pratique, je serais plutôt entre 45 et 50% de gains, parce que souvent, il y a beaucoup de décisions et de budget à allouer sur ces choses long terme et même court terme. Et certaines quick wins qu'on identifie, certaines ne sont plus pertinentes, etc. Mais selon moi, toujours bien d'avoir une cible d'ambition pour réfléchir à vraiment casser le schéma actuel. Donc voilà voilà ce que je voulais vous présenter. Il nous reste 10 minutes, donc si si vous avez des questions. Je voulais savoir comment vous organisez vos points avec les équipes, les opérateurs, à quelle fréquence, qui est le nombre peut-être de personnes maximum Pendant ou après? pendant. Pendant la réflexion. Donc, si vous avez, il y a toujours le challenge, est-ce qu'il y a plusieurs équipes, etc. Ce que j'aime bien faire, c'est travailler principalement avec une équipe, mais, mais pendant la phase de réflexion, donc les 5 jours de chantier, faire participer toutes les équipes. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair. Je travaille avec l'équipe du matin, par exemple, pendant chacune de ces étapes, mais je fais valider et des points plus courts avec les autres équipes. Donc, imaginons l'équipe du matin va participer à tout le découpage des tâches, le séquencement interne, externe, l'externalisation, etc. Synthèse, et à chacune des étapes, fin d'étape 1, je vais voir l'équipe de l'après-midi et du soir, et on fait un débrief de ces points-là. Parce que naturellement, il y a l'aspect contraint de temps, etc. Le monde idéal, c'est d'avoir tout le monde, c'est jamais possible. Donc, la réalité de mon expérience, ce qui se passe le plus, c'est on arrive à avoir une personne, soit l'équipe du matin et on met 2 personnes en support, soit on prend une du matin, une de l'après-midi qu'on fait passer en journée pour travailler avec elle, et avoir le chef d'équipe ou un responsable process. Donc, selon moi, l'équipe idéale, c'est ça. C'est 2 personnes qui connaissent la ligne, une personne responsable process/hiérarchique et une personne responsable, super important, maintenance. Parce qu'il y a naturellement beaucoup de sujets maintenance. Donc ça, c'est pour l'aspect industriel. Si je devais faire une analogie au service, bah, c'est une personne liée à l'IT, 2 personnes qui connaissent le process et une responsable plus portefeuille, business, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Donc l'équipe idéale, ce serait ça, 4 personnes selon moi, plus la personne qui va animer le sujet. Et chaque fin d'étape, donc chaque fin d'étape 1, 2, 3, 4, 5, un point d'arrêt pour partager l'information avec les autres personnes de la ligne et collecter leur information. Et souvent, on vient compléter les idées et les opportunités avec eux. Et ensuite, ça c'est la phase de réflexion. Ensuite, sur la phase de suivi et d'implémentation des actions et des standards, ce serait plutôt une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines max, faire un point où je passe dans chaque équipe et je les tiens informés de l'évolution de l'indicateur, l'évolution du standard, les principaux changements, pour créer aussi cet engouement et cette adhérence, parce qu'on le sait, à la fin, il y a un sujet de appliquer une nouvelle procédure, ce qui n'est pas forcément évident tout le temps, jamais. Donc les garder informés et au courant des indicateurs, des avancements, des actions, chose super importante, et des évolutions, quelles qu'elles soient. Ça répond bien à votre question? Oui, nickel, merci. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Eh bien, dans ce cas, je vous remercie pour votre temps. J'espère que j'ai été clair et que ça aura éclairé vos quotidiens. Le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est au final, peut-être beaucoup de bon sens, tant mieux. Enfin, le point d'attention, c'est que dans ce bon sens, respecter chacune des étapes, impliquer suffisamment de monde, être ambitieux et challenger les objectifs. Et dernier point de conclusion, c'est applicable partout. Et je pense que c'est ce que j'en retire aussi. Je l'ai appliqué dans des services, sur des processus IT, dans des laboratoires, dans l'industrie naturellement, manufacture quelle que soit. Mais c'est applicable partout. Dès lors qu'on a un changement, et je pense que s'il y a un concept qui peut bien vous parler, c'est la Formule 1, les pit stops. Dès lors qu'il y a un changement, on peut réfléchir SMED et trouver plein de belles choses. Donc merci beaucoup. La rediffusion, je pense, Audrey, sera disponible sur LinkedIn si vous êtes intéressé de la partager en interne, de la revoir ou autre. Et puis sinon, si pas d'autres questions, je vous souhaite une belle fin de journée.